Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Après plus de 9 mois de lutte, les suspendus sont en passe visiblement d'obtenir gain de cause. Privés de leurs droits syndicaux, en plus de leur salaire, les agents ont intenté des actions en justice qui s'avèrent concluantes. Entre suspension, refus de 3e dose, burn-out et départ en congé, le CHU en plus peine à assurer ses missions. Une raison supplémentaire de réintégrer les personnels avant de procéder à des remplacements temporaires. On fait le point avec eux. Il y a pas mal de décisions qui commencent à tomber là, qu'on y a là, parce que le météo a annulé ou bien suspendre mandat en lot délégués syndicaux et représentants du personnel qui suspendent injustement et ont empêché justement exercer mandat. Ce qui fait que nous voyons en justice, parce que nous disons que nous avons des heures de délégation, des crédits d'heures qui permettent nous de fonctionner et de faire tâche à représentants du salarié. Ils refusent nous ça, ils suspendent nous et ils considèrent que nous pas ni pour droit encore. Donc c'est pour ça que depuis le mois de mai, là, des décisions intéressantes à tomber, parce qu'on voit que les patrons obligés de payer nous de délégation qui ont été doués nous, ça a fait nous l'argent que nous avons tenu depuis octobre qui a commencé à verser nous. Nous avons aussi des camarades qui ont suspendu justement parce que c'est quand on a daté en maternité, c'est quand on a daté en congé, ils étaient en maladie, malgré ça ils suspendu. Donc nous voyons que la justice commence à bonne nous raison, demander de payer tous ces gens-là ça depuis le mois d'octobre qui ont suspendu, de réintégrer à nos postes aussi et de rebailler ancienneté à eux qui a été enlevé et tout congé payé à eux qui a doué aussi. Donc là nous vraiment confiants parce que nous avons l'impression que le combat là nous avons bout à dents et que nous avons gain cause. Depuis quelques semaines nous avons constaté que toutes les mesures qui sont sorties et que nous toujours dans la même situation là. C'est-à-dire que nous avons vu qu'au niveau nous à la polyclinique de la Guadeloupe que les visiteurs qui rentrent sans passe, les personnels aussi à dans situation que nous avons vu que par rapport au schéma vaccinal que commandé des 3 doses, nous savons pertinemment qu'il y a un lot monde en fait qui pas ni schéma là. Nous trappons en compte avec la FHP Guadeloupe qui c'est Fédération de l'hospitalisation privée en Guadeloupe, dont le président c'est Dr Pita. Donc il a regroupé la majorité des établissements et cliniques privées dans tout secteur là. Donc ça nous fait, il a trouvé une difficulté. Pourquoi? Parce que l'inspection du travail émet des ordonnances, des procès-verbaux qui disent que c'est la loi aussi qui a dit qu'on ne peut pas remplacer des camarades qui sont en grève et des camarades par des intérimaires, des CDD. Donc, ça qui fait que il y a trouvé un manque de personnel. En même temps, on tient les camarades qui sont souci Covid, ils répondent pour 4 mois, souci a fini, il y a trouvé aussi en suspension, il y a mettre en grève aussi. Il y a un autre camarade aussi qui a refusé pour 3e dose, il y a un schéma complet. Donc, ça est arrivé que ces établissements-là ont trouvé un manque de personnel pour assurer l'offre de soins, pour assurer la continuité des services à eux. Donc, ils ne peuvent pas prendre soin de la population, ils ne peuvent pas faire l'argent rentrer. Non plus, ça, c'est pas ni mon dit dans là. Donc, ils ont trouvé conscient des difficultés qui paraît si là pour moi, c'est moi là qui vient là juin juillet. Donc c'est pourquoi ils ont avancé sur nous parce que nous demandons rencontrer, ils ont accepté et ils ont dit nous ils ont exposé nous les problèmes qu'ils ont rencontrés et volonté à eux de sortir de la crise là ça. C'est vrai que mais ils ont lié par rapport à l'injonction à l'ARS et à l'État. Mais ils ont dit nous qu'ils sont prêts à avancer devant l'ARS et expliquer l'ARS ce problème là et dit que maintenant là il est temps de trouver des mesures pour faire une intégration progressive à les salariés qui dehors et puis permettre une sortie de crise pour que ce soit salarié ou bien entreprise la même retrouver et ne pas payer les prix trop lourds quoi, fermeture par rapport à la situation intolérable à ça. Et notez qu'il n'y a toujours pas de directeur général au CHU de Pointe-à-Pitre.
Et retour maintenant sur cette mobilisation de la communauté haïtienne qui se dresse contre les violences dans ce pays. Les affrontements entre gangs font des centaines de morts depuis fin avril, une situation qui ne fait qu'empirer. Depuis l'assassinat de l'ex-président haïtien Jovenel Moïse, criblé de balles à son domicile le 7 juillet 2021, les meurtres et enlèvements sont devenus monnaie courante. Une communauté haïtienne qui dénonce aussi les ingérences incessantes des autres pays comme les États-Unis. Ils se sont rassemblés devant leur ambassade à Pointe-à-Pitre. Le reportage. Eh bien, nous faisons un défilé, c'est pour rassembler tout Haïtien, pour faire que nous bloquer en Haïti, nous pas aller et ça pas un pays là avec consulat qui pas représenter nous. Pour faire un passeport, il faut attendre n'importe 8 mois pour faire un passeport. Et nous besoin partir la caille, nous insécurité nous pas aller. C'est pour ça que nous avons manifesté aujourd'hui. C'est incroyable. On est dans le 21e siècle aujourd'hui. Un président de la République mort. On demande de cacher des choses. On nous cache des choses. On nous cache la vérité. FBI nous cache la vérité. Nous voulons la vérité. Aujourd'hui, nous demandons la vérité. L'ingérence en Haïti, on ne veut plus. Eh bien, kidnapper le monde. Pourquoi on a là? Pour la mort du président Jovenel Moïse. C'est dans le monde entier manifestation qu'a fait. Pour la mort nous demandons justice pour Jovenel Moïse. Avec tout l'autre qui ont assassiné. Jovenel a commencé à faire bien pour le pays. Et le reste du peuple a dit, reste qu'il n'a pas levé chaud, il peut quitter ça, continuer. Jovenel a ouvert le peuple là. Alors c'est ce sens-là, ça. Problème en Haïti, nous ne pouvons pas voyager, avion ne peut pas voler en Haïti. Si mal Haïti là, ils ont kidnappé, ils ont pris $3 000 et pas même $1. Vous comprenez? C'est ce sens-là, ça. C'est pas normal dans le 21e siècle. La France fait des élections et aux États-Unis fait des élections. Tous les pays du monde font des élections. Nous, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise qu'est-ce qu'on doit faire dans notre pays. On est un pays qui est à part entière. On est un pays libre. On est un pays qui est libre, qui est libéré depuis 1805. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, c'est international qui vient nous dire qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça, c'est pour ça aujourd'hui on est dehors. C'est des questions. Mais aujourd'hui on est là pour poser des questions. On voulait la réponse d'international. Et maintenant, je reçois Émilie Prophète, qui est ministre de la Culture et de la Communication en Haïti. Bonsoir, Madame Prophète. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, on vous reçoit dans un premier temps sous votre casquette de ministre et dans un second temps sur votre casquette d'auteur, puisque vous êtes aussi la lauréate du 21e prix Carbet des lycéens ici en Guadeloupe pour votre ouvrage Les villages de Dieu. On en parlera. Mais avant, une réaction effectivement sur cette mobilisation de la communauté haïtienne ici en Guadeloupe qui s'inquiète des tensions qu'il y a en ce moment en Haïti. On parle de plusieurs dizaines d'assassinats perpétrés par semaine par des gangs rivaux qui s'affrontent régulièrement. Comment la situation se présente ? La situation est difficile et mes compatriotes ont raison de demander des comptes. Ils ont raison d'élever la voix pour demander ce qui se passe. C'est une situation très difficile que nous vivons. Évidemment, au jour le jour, chaque jour, il y a des décisions qui sont prises pour permettre à la situation de revenir à la normale. Ce n'est pas simple parce que c'est un pays qui connaît des moments difficiles depuis plusieurs années. Nous sommes dans un pic depuis plusieurs mois, depuis peut-être 3-4 ans et tout ça s'est aggravé depuis juillet dernier avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nous avons beaucoup d'actes de criminalité tous les jours et il y a des améliorations parce que la police fait un très très gros travail tous les jours. C'est une petite police, on va dire, par rapport aux besoins auxquels Haïti est confronté aujourd'hui. Mais pour revenir à votre question, mes compatriotes ont tout à fait raison d'être fâchés et de demander des comptes parce que cette situation telle qu'elle est aujourd'hui doit être résorbée et c'est ce à quoi le gouvernement est attelé tous les jours. On parle de vide politique en Haïti depuis le décès de Jovenel Moïse. Qu'est-ce qui fait que le processus ne redémarre pas ? Il n'y a pas de vide
vide politique. Nous ne sommes pas dans une démocratie formelle, c'est-à-dire nous n'avons pas pu faire des élections à temps, mais avec l'assassinat du président Jovenel Moïse et tout ce qui s'est passé aussi pendant l'administration de Jovenel Moïse avec les contestations, les difficultés que nous avons connues, ce qui fait qu'il y a qu'il n'y a pas moyen, on va dire, pour tout de suite de faire des élections. Mais tout va nous mener vers des élections. Tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui est destiné à faire qu'il y ait des élections, c'est-à-dire rétablir la sécurité, faire en sorte qu'un gouvernement légitime vienne remplacer le gouvernement dirigé par le docteur Ariel Henry aujourd'hui. Alors beaucoup s'interrogent effectivement sur la suite à venir. Beaucoup disent que Haïti fait les frais souvent d'ingérence extérieure. Est-ce que vous pensez effectivement que vous pourrez décider par vous-même, pour vous-même, une bonne fois pour toutes ? C'est ce que nous voulons dans le gouvernement. Nous voulons que les Haïtiens décident d'eux par eux-mêmes. On ne peut pas sortir d'une transition pour aller dans une autre transition. Il faut qu'il y ait des élections, de vraies et bonnes élections, que chacun puisse décider, selon les programmes qui lui seront proposés, qui va être président, qui va être député, sénateur, maire, qu'il y ait des élus, mais des élus qui ont été choisis par la population. Très important, je pense que la population veille au grain. Quand on les entend, ils veulent effectivement que leur volonté soit respectée. Absolument. Alors, une violence qui est pesante en ce moment en Haïti et qui fait aussi l'objet de votre ouvrage, donc ces villages de Dieu. Ils ont été, cet ouvrage qui a été donc débattu pour le prix Carbet des lycéens. On a eu les retours justement des jeunes qui ont été marqués donc par l'histoire de cette jeune fille, Célia, qui doit effectivement, pour s'en sortir, faire des choses peu glorieuses comme se prostituer. En même temps, elle est influenceuse. On sent qu'il y a donc cette part pour la nouvelle génération. Qu'est-ce que vous souhaitez faire passer dans cet ouvrage? Un message à cette nouvelle génération, justement? En fait, l'écrivain n'a pas un message en particulier. À chaque lecteur de trouver son message. En fait, je campe les villages de Dieu, qui est une métaphore, parce que le village de Dieu existe réellement en Haïti. Parler des villages de Dieu, pour moi, c'était parler de tous ces ghettos qui ceinturent Port-au-Prince et dans lesquels sévissent des gangs armés. Et il y a cette jeune femme qui vit dans un de ces ghettos. Pourquoi les villages de Dieu? Parce que dans ces quartiers, la religion, elle est très présente. L'église représente le seul lieu de socialisation. Et Célia, cette jeune fille, elle naît et vit dans ce ghetto. Elle comprend tout. Elle est forte. Elle domine tout. Elle surplombe la situation. Elle nous l'explique. Donc, elle nous apporte la vie quotidienne de ces gens et des bandits, mais aussi des autres personnes. Parce que dans ces cités, il n'y a pas que des membres de gangs. Il y a cette violence que des gens subissent aussi dans les cités. Donc c'est toute cette histoire et qui n'est pas triste, puisque il n'y a pas, on n'a pas pitié de Célia. Elle se bat, elle comprend tout, elle explique et on en sort un peu époustouflé, sonné par tellement de violence, mais aussi par la force de cette héroïne, mais pas que. Et nous rencontrons des bandits amoureux, des bandits qui veulent changer le pays, qui se prendraient presque pour le président de la République, qui ont des femmes qui se comportent comme des premières dames. En fait, c'est toute cette... Vous vouliez montrer un peu les deux facettes d'un être humain, les contradictions qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un être humain? Absolument, les contradictions des êtres humains en particulier, mais aussi la diversité des âmes qui habitent ces quartiers et comment il est permis d'espérer, même dans des situations qui semblent désespérantes. Donc une lueur d'espoir, message d'espoir, au-delà de la violence. Donc toujours ce message d'espoir, comme qu'on peut s'en sortir. Oui, on peut s'en sortir et Célia le dit très très bien. C'est-à-dire Célia ne subit pas, Célia est très consciente de ce qu'elle fait. Elle doit quand même se vendre, elle doit quand même se vendre son corps pour pouvoir quand même s'en sortir. Oui, elle vend son corps et on n'a pas pitié de Célia, je veux le redire. Avec une très grande lucidité, elle essaye de s'en sortir et elle nous explique
explique comment ça se passe et on en sort presque admirative de certaines personnes qui habitent ce quartier, et on comprend un peu plus ce qui est arrivé, ce qui arrive et surtout ce qui peut éventuellement arriver. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Et vu qu'on rentre effectivement, nous, dans la dernière semaine de ce mois de commémoration de l'esclavage, vu que vous avez ouvert la voie en Haïti sur la voie des peuples libres, justement des peuples noirs libres, est-ce que vous avez des célébrations particulières cette année? Nous avons toujours des célébrations en Haïti, mais nous avons une mémoire différente de celle de nos frères caraïbéens, particulièrement francophones. Nous avons une mémoire de la victoire. Et c'est cette victoire-là aussi qu'Haïti paye jusqu'à présent. C'est-à-dire Haïti a été mise au banc du monde, traité en paria. Haïti, on n'a rien laissé comme chemin à Haïti. C'est ce que nous sommes jusqu'à présent, si l'on peut dire, punis pour cette victoire. Vous payez le prix de la liberté des Afro. Nous payons le prix de cette liberté, mais notre mémoire, c'est une mémoire de la victoire. Nous commémorons le 18 mai, nous l'avons fait la semaine dernière, qui est le jour du drapeau, le 18 mai 1803. Catherine Flon a cousu le drapeau à l'Arcaillet. Nous commémorons le 14 août la cérémonie du bois caïman, le 22 août la révolte générale des esclaves, le 17 octobre qui est l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines qui avait conduit les troupes haïtiennes à l'indépendance. Nous commémorons le 18 novembre qui est le jour de la bataille de Vertières, une bataille extraordinaire qui a mis KO les troupes napoléoniennes, et nous commémorons évidemment les 1er et les 2 janvier qui sont le jour de l'indépendance et le jour des aïeux. Alors, pourquoi je vous pose la question sur les commémorations? C'est pour vous demander justement ce que vous pensez d'îles ou de pays comme les nôtres où nous on commémore plus l'abolition cédée par le colon. Vous célébrez les victoires et nous finalement on célèbre le don de la liberté, on va dire entre guillemets, par l'esclavagiste lui-même. Il ne faut peut-être pas comparer tout cela. Ce sont des situations historiques différentes, mais il faut aussi commémorer les abolitions et aussi garder la mémoire vivace, parce qu'il ne faut jamais oublier que nous avons été esclaves, et c'est ce que les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais doivent se rappeler, parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de préjugés vis-à-vis des Haïtiens. Il ne faut pas oublier qui sont les Haïtiens, d'où ils sont venus et comment notre histoire de pays a évolué. Donc il faut regarder les Haïtiens différemment par rapport à leur histoire et par rapport à ce qu'ils ont fait pour le monde libre. Merci beaucoup, Émilie Prophète. Je le rappelle, ministre de la Culture et de la Communication en Haïti. Elle est également auteure du livre « Les villages de Dieu » qui est le lauréat du 21e prix Carbet des lycéens. Merci beaucoup, Madame Prophète. Merci à vous. Et nous entrons justement dans cette dernière semaine du mois de commémoration de l'abolition de l'esclavage décrétée par les colons et leurs descendants. Le département, en tout cas, lance les journées mémorielles de la liberté avec une résidence artistique hybride. Pendant 10 jours, les participants ont performé ensemble pour produire des œuvres communes. Le reste en images. Alors aujourd'hui, il s'agissait à travers cette conférence de pouvoir lancer notre programmation de journée mémorielle et de restitution des créations hybrides, de nos résidences artistiques créations hybrides qui ont été initiées au mois de mars, fin mars. Et donc généralement, les résidences artistiques, la restitution se fait toujours dans la foulée. Nous, on a voulu justement, afin d'avoir cette logique de cohérence par rapport au mois de mai qui est le mois de mémoire, de pouvoir les retarder au mois de mai. Et aujourd'hui, on rentre dans cette dernière ligne droite où on annonce les restitutions pour la fin de semaine. Participer à cette résidence artistique, c'était comme un appel auquel je répondais qui était nécessaire à ce moment-là. J'avais vraiment envie de passer à autre chose et être en résidence dans un lieu précis, ne faire que ça, c'était à la fois palpitant et révélateur, mais aussi dans un processus de progrès, de construction. Et au départ, quand j'ai postulé, je pensais que je serais toute seule en résidence. Et en fait, il s'est avéré qu'on nous a proposé d'être avec d'autres artistes et de faire une création hybride, tous ensemble, quelque chose de commun. Et c'était vraiment se mettre de côté, travailler sur nos propres égos, sur tout ce qu'on
Voilà, tout ce qui nous freinait pour faire quelque chose en commun. Et c'était ça tout l'intérêt de cette résidence, je pense. Ça nous a vraiment beaucoup apporté. Et pendant 10 jours, nos artistes, 10 artistes environ par site, ont travaillé ensemble, ont mûri un certain nombre de projets ensemble. Et aujourd'hui, ils vont rendre ces projets, restituer sur 3 sites. Alors, le premier, ce sera le 26 à Beauport, au Pays de la Canne, avec des danseurs, des musiciens, des photographes aussi. Donc, c'est un projet original. Le 27 au Fort d'Elgrès, alors où il y aura toute une articulation avec la cérémonie protocolaire le matin, mais aussi des artistes qui ont travaillé sur le site, eh bien, ils vont nous restituer leur spectacle à 19h. Il y aura après la diffusion d'un film, La vie d'Harriet Tubman, qui est une militante antiségrégationniste, anti-racisme aux États-Unis. Et le 28, on se retrouve au Fort Fleur d'Épée avec la restitution de textes en parole. Encore un autre collectif d'artistes qui réunit l'écriture, la danse, le théâtre, la musique, et aussi Christian Laviso et son groupe aussi, avec Éric Charles aussi. Donc d'autres artistes qui, eux, étaient à la ramée et qui vont restituer ensemble au Fort Fleur d'Épée. En fait, c'est vraiment important pour nous d'être à côté de ces artistes sur des créations originales, sur des projets qui sont novateurs. Et donc, c'est en ce sens que j'invite vraiment toute la population guadeloupéenne à venir sur ces 3 sites pour ces journées, afin d'encourager nos artistes et de soutenir des œuvres originales et guadeloupéennes, quoi. Un reportage signé Michel Depape. Et candidat à sa réélection à la tête du premier canton, Olivier Servat a annoncé officiellement sa candidature. Ce dernier refuse de cautionner la gestion de crise Covid du gouvernement et de porter l'étiquette En Marche. Il entend même créer un groupe parlementaire des Outre-mer. On l'écoute. Nous avons un bilan que nous avons remis officiellement aujourd'hui à la population, qu'il soit exhaustif ou synthétique. Cette fois-ci, nous avions une suppléante de Marie-Galante. La première fois, je dois bien admettre que j'avais 5 ans de moins, plus jeune. Une femme mère de Capesterre de Marie-Galante, de grande qualité, reconnue au niveau Guadeloupe. On a bien travaillé ensemble. La circonscription, c'est aussi Morne-à-l'Eau, Pointe-à-Pitre, en plus des Abîmes et Marie-Galante. Et cette fois-ci, nous avons choisi de faire tourner la suppléante et d'avoir une suppléante de Morne-à-l'Eau, en l'occurrence la première adjointe à la municipalité de Morne-à-l'Eau de Jean Bardin, Madame Sandra Manette, une femme de grande qualité dont nous sommes très contents. Et pour Marie-Galante, s'il fallait les rassurer, je dois dire que j'ai ma permanence à Marie-Galante. Il faut savoir reconnaître lorsque quelqu'un travaille. Olivier Servat a été élu en 2017. Il a montré qu'il voulait travailler pour sa population et défendre l'intérêt des Guadeloupéens. Il a été à l'écoute, surtout ces derniers temps, lorsqu'il a s'agi de montrer sa proximité avec la population par rapport à la crise sanitaire et dans d'autres circonstances également. Donc lorsqu'il m'a demandé de l'accompagner pour être sa suppléante, j'ai tout de suite accepté parce que j'ai reconnu en lui quelqu'un d'engagé et qui veut travailler pour sa population. Et donc aujourd'hui, en Guadeloupe, nous avons d'énormes problèmes encore à résoudre. Il a déjà commencé à travailler, mais je pense qu'il n'a pas fini et qu'il pourra encore continuer et faire de bonnes choses pour nous en Guadeloupe et aussi l'ensemble de la Guadeloupe. Quand nous avions des taux de vaccination bien inférieurs à ceux de l'Hexagone, nous n'avons pas été entendus. Ça a créé de la tension, ça a créé des troubles sociaux, ça a créé de la douleur, ça a créé des suspensions de soignants non vaccinés. Pour ceci, je suis contre, j'ai voté contre le pass sanitaire en juillet-août 2021. J'ai voté contre le pass vaccinal en janvier 2022. Je suis contre la suspension des soignants et donc non vaccinés. On doit les réintégrer, on doit pouvoir les indemniser de leur temps de grève. Et donc pour toutes ces raisons, je n'ai pas sollicité l'investiture en marche, je n'en veux pas. Nous irons sur notre bannière propre, Guadeloupe Douvant, le sens du pays. Voilà, parce que, et puis tous ceux qui veulent nous soutenir pourront le faire, mais voilà le sens de notre action pour cette nouvelle législature. Et ils sont nombreux, les candidats en lice pour ces élections législatives. Ils sont 12 dans la première circonscription, 15 dans la deuxième, 20 dans la troisième et 12 dans la quatrième. Et notez effectivement que la règle est claire pour les 14 membres du gouvernement candidats aux législatives, dont Justine Bénin. Si elle n'est pas élue dans le deuxième canton où elle se présente, eh bien, la secrétaire d'État à la mer devra quitter le gouvernement
comme tous ses camarades qui ne gagneront pas le suffrage. Et on se rend maintenant à la ville de Sainte-Anne qui lance son atlas de la biodiversité. Cet outil vise à mieux connaître et référencer les mares, flore, faune terrestre et aquatique de ce territoire. Une banque de données qui permettra une meilleure prise de conscience autour de la protection de notre environnement tellement riche. Un site évolutif puisque les mises à jour avec les nouvelles espèces seront réalisées par des professionnels mais aussi le grand public. Donc vous pourrez porter vos contributions. Le reportage. La biodiversité est un outil d'aide à la décision à la fois politique mais également au niveau des actions que doivent mener la ville en matière notamment d'urbanisme et de protection de certaines zones. Donc l'intérêt pour nous et l'enjeu pour la ville, c'est d'avoir cet outil qui permettra de cartographier donc les espèces qui existent et de savoir sur quelles zones des actions devront être menées afin de protéger certaines espèces, protéger certaines zones et d'avoir des aménagements qui restent cohérents avec la biodiversité de la commune. Il faut savoir que la ville et notre maire en particulier prend beaucoup en compte ces questions de biodiversité puisque ça constitue un enjeu de société important. Nous connaissons aujourd'hui les risques qu'il y a par rapport au réchauffement climatique et tous les impacts que ça pourrait avoir sur notre environnement. Donc il est important pour nous que de plus en plus que la population s'implique et que la population essaie de prendre à bras le corps ces questions de biodiversité. Cet atlas il va se développer en plusieurs volets, c'est ce qu'on a présenté tout à l'heure. Le premier volet, c'est être l'acquisition de connaissances. Donc on récupère toutes les données faune et flore et milieux naturels qu'on peut trouver sur la commune. Ensuite, on va les organiser. On va réaliser également nos propres inventaires de terrain pour compléter ces données. Il y aura également des inventaires de terrain du citoyen en fait, puisque tout le monde peut participer, c'est le but de cet atlas. Et ensuite, on réunit toutes ces données, on fait une cartographie. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'atlas de la biodiversité, la cartographie, plus un rapport avec des données sur la faune et la flore. Donc, l'atlas de la biodiversité sera visible, donc il sera consultable à la fois sur le site de la ville, mais également sur le site national donc des ABC, puisque c'est un outil qui est mené à l'échelle nationale. Donc, toutes les communes ou toutes les communautés d'agglomération ont la possibilité donc, de réaliser cet atlas et de le mettre en ligne afin que la population puisse avoir accès de manière libre et gratuite. Ma mission consiste à la protection et la surveillance du littoral. Donc cette réunion a apporté un savoir et aussi a été bénéfique aussi pour les conditions dont je vais peut-être me retrouver très bientôt avec les enfants, avec les élèves pour que je puisse leur expliquer comment avoir un regard autre sur la faune et la flore, et ce qui concerne aussi le littoral de la ville de Sainte-Anne. Donc merci de faire passer le message, merci d'être là lorsqu'on va vous solliciter. Merci. Beaucoup en ont rêvé, moi y compris. En tout cas, la ville de Moule l'a fait hier. Les rues se sont transformées en véritable circuit de karting. Oui, un véritable Mario Kart en plein air. J'ai raté ça, oh là là, je m'en veux. Regardez. Pour organiser une course, ça demande énormément d'énergie. C'est très complexe. Administrativement parlant, il faut faire les choses correctement parce que là on parle de course, on parle de sécurité. Il y a tout plein de choses qui rentrent dans le contexte, donc oui, c'est très compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça que on milite et on essaie d'avoir une piste pour justement pour cette pratique. Eh ben, le karting, j'ai ça dans le sang parce que depuis mon tout jeune âge, mon père il en faisait, donc j'ai un peu été bercé dedans. Et puis à mon âge, j'y suis encore.
Je tiens à remercier particulièrement la municipalité du Moule. Parce que ils nous ont vraiment aidés, soutenus pour cette manifestation. Et tous ceux qui sont impliqués au quotidien, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ça demande énormément de temps, d'énergie. Donc les gens ils se connaissent, hein. Donc justement nous sommes là, on appelle du monde pour pouvoir nous aider à continuer notre activité.